Et c'est vrai qu'on se sent bien dans Paris actuellement. Mathieu Hoc. Tout à fait, on a une sorte de communion nationale qu'on aimerait voir plus souvent, effectivement, qu'en dehors des Jeux Olympiques. Mais on a une communion nationale qui s'est faite entre les sportifs et nos talents générationnels, parce qu'il s'agit vraiment de ça. On a des talents générationnels dans quasiment à peu près tous les sports aujourd'hui en France. Et c'est vraiment super intéressant que les Français puissent communier avec ces talents générationnels. Notamment, moi je pense aussi à tous ceux qui étaient au Club France cette semaine également, parce que c'est justement le moment pour eux de pouvoir communier avec le public. Les sportifs ont aussi besoin de ça pour pouvoir accomplir des prestations encore plus importantes. Et puis ça me fait penser un petit peu à tous ces visages qui émergent, ces sportifs qui émergent, qui deviennent des icônes un petit peu de la France. Simple, abordable. Simple, abordable, et qui sont justement véritablement des icônes de notre pays et qu'il faut saluer grandement. Mathieu Hoc. Nous, effectivement, on avait sorti un texte dessus. On pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur en ne pas missionnant le nouveau Front populaire de nommer une personnalité de gauche pour aller à Matignon, puisqu'ils ont fini, c'était la première coalition, et logiquement, ils devaient en tout cas proposer un nom à Matignon. Et puisqu'en fait, l'argumentaire d'Emmanuel Macron, c'était de dire la gauche n'est pas en capacité de gouverner, ce qui est objectivement vrai d'un point de vue à l'Assemblée nationale, mais il faut démontrer cela. Et donc, il aurait fallu justement que le nouveau populaire tente de nommer un Premier ministre, puis ensuite tente de proposer un Premier ministre qui serait nommé par Emmanuel Macron, puis ensuite après, il y aurait eu une motion de censure de la part de l'Assemblée nationale, et puis du coup, le président de la République n'aurait pas été accusé de déni démocratique et aurait pu faire chercher en tout cas sa coalition entre le centre et la droite plus facilement. Ensuite, après, pour ce qui est de Lucie Castet, se pose quand même sur son discours de fortes incohérences, puisqu'elle dit qu'elle va gouverner seule, puisqu'il n'y a pas d'ouverture sur les centristes. Alors moi, je ne vois pas comment la gauche peut expliquer pendant 2 ans que les macronistes gouvernaient seuls avec 240 députés, alors qu'eux en ont moins de 200. Aujourd'hui. Donc elle a dit qu'elle allait rechercher des coalitions. Non, justement, ils disent tout le programme, rien que le programme, eux, ce qu'ils jouent plutôt, c'est une abstention de la part du bloc central, plutôt. Et un deuxième point, c'est de faire voter des textes avec le Rassemblement national, parce que une des mesures quand même qui est forte dans le programme du Front populaire, c'est l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites. Or, avec qui vous voulez faire voter ça ? Les macronistes ne pourront pas voter un texte comme ça, puisqu'ils ont eu tellement de mal à le mettre en avant. Ça ne pourra être que par le Rassemblement national, mais ils ont critiqué pendant des années, enfin en tout cas pendant des mois, les macronistes qui ont fait voter la loi immigration avec le Rassemblement national. Donc ça pose quand même des sacrés incohérences. Allez, pour être complet. Mathieu Hoc. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La réalité en mode sécuritaire, c'est le problème de la sécurité, c'est une crise d'autorité que traverse le pays. C'est pas une question de moyens, d'une certaine façon. La question qui est centrale, c'est justement comment la réponse policière peut s'exercer avec autorité. On l'a vu en fait avec les émeutes de l'an passé. Ce qui avait fonctionné dans la réponse aux émeutes, c'était justement le dispositif policier avec 45 000. On a mobilisé quasiment un tiers des effectifs de police uniquement en l'espace d'une semaine. Donc sans politique, on va dire, humaine, de ressources humaines dans la police, on n'y arrivera pas. Et donc, la question quand même qui se pose, c'est quel est, on va dire, l'état d'esprit dans lequel sont les policiers ? Je pense qu'il faut aussi rappeler, il faut saluer le travail qu'ils font, parce que depuis 2015, ils sont en quelque sorte les pompiers de tous les problèmes de la société. 2015, rappelez-vous, c'était le moment où il y avait eu les attentats. Justement, les Français avaient juste soutenu la police, la police avait été mise au devant de la scène. On se rappelle même de policiers qui avaient été les premières victimes des attentats islamistes dans notre pays. Ensuite, après, depuis 2015, tous les problèmes de la société sont réglés par la police. C'est-à-dire que vous avez une augmentation de l'insécurité qui est globale, qui est transverse sur les biens comme sur les personnes, avec des chiffres qui augmentent continuellement année après année. Vous avez une augmentation des problèmes dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, avec justement les problèmes de narcotrafic et les problèmes également de règlement de comptes. Et puis vous avez, maintenant, on doit aussi, les policiers, on leur demande aussi de sécuriser des épreuves comme l'Euro 2016, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby. Donc, petit à petit, on met une pression quand même sur les effectifs qui est important, et c'est pour ça, je pense, qu'il faut recruter davantage de policiers. Et je ne suis pas certain qu'effectivement Emmanuel Macron puisse être accueilli de la même manière sur les différentes avec stades, salles, etc. On l'a vu. Rappelons-nous quand même que pour Emmanuel Macron, quand même, sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023, c'était fait copieusement siffler par le public. C'est bien pour ça que je vous dis ça. Donc, non, je pense que pour Gabriel Attal, il y a un enjeu qui est un enjeu d'image, c'est-à-dire qu'en fait, le président de la République a justifié le maintien de Gabriel Attal à Matignon, justement pour pouvoir gérer les Jeux Olympiques et éventuellement gérer la rentrée scolaire. Donc, dès lors que c'est le mandat qu'a Gabriel Attal en tant que Premier ministre démissionnaire, il est tout à fait naturel de le voir occuper la place et occuper une fonction de prise de lumière, etc. Mais l'enjeu qui va se jouer après pour Gabriel Attal, comme pour le reste de la Macronie, c'est... Parce que quand même la réalité, c'est qu'il y a aussi la gauche qui, à côté, il faut le dire, il fait pression
qui essaye d'imposer un rapport de force à la Macronie pour pouvoir justement nommer un Premier ministre, on va en parler, de gauche. Donc il faut que Gabriel Attal justifie sa présence. La question qui se posera ensuite après, c'est au niveau politique, quel va être le projet de Gabriel Attal quand il va quitter Matignon, parce qu'il devrait quitter Matignon, et surtout avec quel soutien dans sa majorité et quelle stratégie politique pour pouvoir succéder à Emmanuel Macron. Mais ça, c'est le temps suivant, on va dire. Donc lui, il a besoin de rester sur une bonne note, une bonne image, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il s'accapare en quelque sorte la lumière que lui procurent les Jeux Olympiques, et puis ensuite, après, il les gère parce que c'est le mandat que lui a confié Emmanuel Macron. Ça, c'est un sujet pour vous, Mathieu Hoc. Oui, le jour de dépassement, effectivement, c'est le jour justement où l'humanité vit à crédit sur le dos de l'environnement. La réalité, c'est que ce jour de dépassement, c'est de plus en plus un symbole en fait, qui est utilisé et qui est notamment érigé par les écologistes pour justement expliquer qu'il faut ensuite, après, basculer vers une écologie de décroissance et une écologie punitive, puisqu'en fait, ils considèrent que les différents scénarios qui font que le jour de dépassement recule à chaque fois, c'est-à-dire que l'humanité vit à crédit de plus en plus tôt, fait qu'il faut justement décroître nos capacités de production. Or, ce que l'on voit actuellement, quand on regarde les différents scénarios, notamment les scénarios qui sont liés aux impacts du réchauffement climatique, c'est qu'on va vers une démultiplication de dérèglements climatiques, augmentation du nombre de sécheresses, augmentation justement de la difficulté à gérer l'eau. Et ces dérèglements climatiques-là appellent plutôt à des solutions liées à ce que nous on appelle l'écologie de progrès, une écologie de progrès qui est fondée sur la technologie, sur le progrès technique qui justement permettra à l'humanité de pouvoir s'accommoder du réchauffement climatique. Tout ça n'est pas très rassurant quand même. Ce qui n'est pas effectivement rassurant, oui. Mais après, c'est encore une fois, c'est surtout beaucoup utilisé pour faire de la communication. Oui, bien sûr. Et surtout Mathieu Hoc. Le jour d'après vont revenir les personnes qui ont un discours contre la police, qui vont essayer de jeter de l'huile sur le feu sur l'institution policière, alors même que l'on voit bien que les policiers se comportent bien, mais comme vous l'avez dit, ils se comportent bien toute l'année. Il y a 85% des Français qui ont confiance en leur police, donc c'est quand même un chiffre qui est assez significatif. C'est l'un des corps de la fonction publique qui est le plus apprécié par les Français. Ça démontre en tout cas que lorsque l'on met des policiers, un peu plus de policiers que d'habitude, ça se passe en général très bien. Il y a de moins en moins d'insécurité. Effectivement, on ne peut pas massifier la mobilisation policière à ce niveau-là, puisque effectivement, on n'a pas assez d'effectifs. On a aussi un problème qui va être de pouvoir permettre de maintenir la sécurité sur tout le territoire national. Pour l'instant, ça se passe bien. Laissons justement les Français profiter des Jeux Olympiques avec justement un climat sécuritaire qui soit renforcé. Alors, c'est vrai qu'on circule plus facilement dans Paris. Ça, vous avez raison. Mathieu Hoc, un dernier mot avant de partir en publicité. Il y avait aussi beaucoup de pression et beaucoup d'attentes de la part des Français sur l'organisation en termes de sécurité des Jeux Olympiques. Il faut rappeler, comme aussi pour les auditeurs et les téléspectateurs, il y avait 3 sujets qui occupaient véritablement le ministère de l'Intérieur. Il y avait effectivement sécuriser cette cérémonie d'ouverture qui était vraiment une prouesse sécuritaire et un dispositif de sécurité à inventer, un petit peu un dispositif de sécurité à la française à inventer, qui était quand même très important, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Il y a effectivement le risque quand même d'attentats terroristes, et notamment il y avait la sécurité de tout ce qui est délégation sportive et infrastructure sportive, puisqu'il faut le rappeler aussi quand même, il y a un contexte géopolitique, notamment au Proche-Orient, sur lequel on reviendra peut-être avec la question israélo-palestinienne, où il y a quand même cette idée, cet écho lointain qu'il y a eu les JO de Munich en 1972 avec un attentat sur la délégation israélienne. Donc il y avait aussi l'enjeu de sécuriser la délégation israélienne. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et puis le troisième enjeu qui était quand même majeur, c'était la délinquance de quotidien. Gérer la délinquance de quotidien à Paris, qui quand même, jusqu'avant les Jeux Olympiques, explosait année après année, puisque les chiffres en termes de délinquance parisienne, en délinquance à Paris et en Ile-de-France ne faisait qu'augmenter. Voilà, menace, prise de parole du chef du Hezbollah. Sans trop de surprise, on est dans de la communication aussi, Mathieu Hoc. On est dans de la communication, mais surtout on a l'impression qu'Israël est victime d'un 2 poids 2 mesures vis-à-vis de la part de ses détracteurs. En fait, lorsque Israël, qui a subi, on va dire, la pire attaque depuis le pire attaque contre le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les attentats et les crimes contre l'humanité du 7 octobre, lorsque Israël cherche à éradiquer le Hamas, parce que de toute façon, tant que le Hamas sera à Gaza, il ne pourra pas y avoir de paix entre Israël et la Palestine. On a l'impression que dès qu'il cherche à éradiquer le Hamas, il y a un 2 poids 2 mesures. Pourquoi ? Parce que s'il mène des opérations à Rafah et à Gaza, ses détracteurs l'accusent de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire
de génocide pour certains. Et si par cas, ils font des attaques ciblées, proportionnées, comme ça a été le cas contre les leaders du Hamas, en disant on distingue la population civile de Gaza et les dirigeants du Hamas, donc en l'occurrence les dirigeants de la branche politique et de la branche militaire, les détracteurs d'Israël vont dire Israël joue à régionaliser le conflit, joue la stratégie de l'escalade pour impliquer d'autres pays dans le conflit. Alors qu'en réalité, Israël n'a pas intérêt à régionaliser le conflit, puisque comme vous l'avez rappelé, Israël est entouré d'ennemis et entouré notamment de pays, notamment ce qu'on appelle l'arc chiite, l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, qui sont des ennemis beaucoup plus puissants que ne peuvent l'être le Hamas. Mathieu Hoc, vous partagez ce regard, cette analyse d'André Vallini en tant qu'ancien ministre, évidemment. Je partage tout à fait l'analyse. Israël est une démocratie, l'une des seules de cette région, de cette partie du monde. Et comme toutes les démocraties, un leader politique doit des comptes à son opinion publique. Or, quand même, Benyamin Netanyahou s'est bâti une réputation d'homme fort jusqu'au 7 octobre, justement, d'homme avec une politique, je parle sous votre contrôle, une politique sécuritaire plus forte que ses prédécesseurs, notamment ses prédécesseurs de la gauche. Et donc, effectivement, l'attaque du 7 octobre a ruiné une partie de son capital politique. Et donc maintenant, ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, c'est justement de laver, entre guillemets, cet affront qui lui a été fait par le Hamas, parce que justement, les politiques sécuritaires qu'il a mises en place à Gaza et en Cisjordanie, du coup, n'a pas fonctionné du point de vue notamment d'une partie de la société israélienne. Ensuite, après, comme Israël est une démocratie, Benyamin Netanyahou doit des comptes à son opinion publique. Je prends l'exemple notamment de Golda Meir, qui, 50 ans avant Benyamin Netanyahou, avait aussi pratiqué une politique sécuritaire, on va dire, plutôt dure en Israël, et avait été rattrapée par justement l'attaque qui avait eu lieu en 1973, je crois, par l'Égypte et par la Syrie, et qui justement avait ruiné son capital politique. Donc comme dans toute démocratie, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays du Moyen-Orient, où les autres pays du Moyen-Orient sont soit des dictatures islamistes, soit des pétromonarchies avec peu de place pour l'opinion publique, soit des pays, des dictatures autoritaires militaristes, Israël doit, Benyamin Netanyahou doit des comptes à son opinion publique. Mathieu Hoc. Ça dit quelque chose quand même malgré tout de ce qu'on appelle la barbarisation de la société, c'est-à-dire que la manière dont les règlements des différends se font entre les personnes a changé et a muté. Lorsqu'on regarde les rapports, notamment je pense à un rapport qui est établi par la CIA, qui est Le Monde Vu en 2040, il démontre justement que les sociétés occidentales sont traversées par une augmentation de la violence induite par cette barbarisation de la société et par une polarisation de la société, c'est-à-dire que les gens ont des conflits qui sont de plus en plus violents et de plus en plus polarisés entre eux. Et donc effectivement, on en arrive à ce type de méfaits. Ensuite, après, les enquêteurs feront leur travail pour déterminer s'il s'agit effectivement ou pas d'un attentat, d'un mouvement terroriste, quelque chose qui relève du terrorisme. La piste a été écartée. Évacuée. Si c'est quelque chose qui est lié à un règlement de compte personnel, si c'est lié à du trafic de drogue ou je ne sais quoi. En tout cas, on sait qu'on est sur une petite commune du Royaume-Uni. On est sur un territoire qui n'avait finalement pas forcément d'histoire particulière avec l'ultra-violence. Ça interpelle en tout cas, ça dit quelque chose selon moi de ce que sont en train de devenir les sociétés occidentales.